D'abord, je vous remercie, madame, pour le ton de sincérité de votre exposé. Ben, c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire qu'il ne sait pas quel est le taux de croissance que va nous rapporter un accord. Parce que madame de Sarnez, comme moi, sommes habitués au Parlement européen à nous entendre promettre environ aux alentours de 1,2 de croissance par accord. Tant et si bien que si on fait le total des accords déjà signés, nous avons déjà plus de 200% de croissance garantie pour les prochaines années. Donc déjà, merci de nous avoir pris au sérieux en ne nous proposant pas ce genre d'évaluation. Maintenant, on ne va pas non plus entrer dans la discussion sur l'intérêt du libre-échange. Personnellement, je n'y crois pas, mais bon, j'admets qu'on pense autrement. D'ailleurs, je n'ai pas le choix. Une théorie qui date du XVIIe siècle ne me semble pas s'appliquer à notre époque. Mais d'abord, rappelons que tout ça est conclu dans des conditions affreuses. Les parlementaires européens n'ont jamais pu approcher le texte, le stylo à la main, ou avec une quelconque capacité à recopier l'une quelconque des 2300 pages dont vous parlez. Elles arrivent et elles s'appliquent. Donc je ne sais pas de quoi on parle. Elles s'appliquent, à l'exception de quelques secteurs de l'accord qui ne s'appliquent pas tant que nous n'avons pas voté dans nos assemblées respectives. Alors à partir de là, il me semble que il y a quelques exigences que nous devons avoir. D'abord, celle d'alerte. On nous dit que ça n'aura pas un gros impact compte tenu de la différence entre la population canadienne, sa production, et celle de l'Europe. Peut-être bien, mais ce que ça va changer, c'est la façon de produire. Parce qu'il y a à peine 10% des appellations d'origine protégée qui sont reconnues dans l'accord CETA. Or, une appellation protégée, ce n'est pas juste une étiquette, c'est une manière de produire, c'est un contenu de la production. Et tout ça est effacé. Enfin, sauf si vous me démentez, mais tout ça est effacé pour 90% des origines protégées. Maintenant, en matière de droit, peut-être que je m'adresserai à qui d'entre vous suit cette affaire. Nous n'avons aucune visibilité sur ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Là, voici un accord avec le CETA. Quel impact ça a par rapport à la discussion sur le TAFTA? Quel impact, quelles sont les conséquences de l'adoption de ce CETA sur les discussions qui sont en cours et bloquées à l'OMC, où précisément on parlait de questions agricoles et des échanges avec la partie plus industrielle. Et enfin, quel rapport, parce que voilà déjà deux domaines dans lesquels nous sommes engagés. Et enfin, quel rapport ça a avec le mandat de l'ONU qui est en cours de négociation actuellement, sous l'autorité d'une présidence équatorienne, si mes souvenirs sont bons, et à l'initiative Équateur-Afrique du Sud, qui pense donner un mandat impératif, un cadre juridique obligeant les multinationales à prendre en compte des normes sociales et environnementales qui seraient définies par le mandat de l'ONU. Comment tout ça s'articule? On n'en sait rien. On avance dans un accord et on ne sait pas où on va. J'achève. Il est très illusoire de croire que le Canada ne sera pas le hub de passage des entreprises nord-américaines, parce qu'elles l'ont déjà fait en transférant leurs sièges sociaux ou en fusionnant avec des entreprises canadiennes pour des raisons qui concernaient l'ALENA, dont il n'est non plus pas question, alors qu'il est en renégociation. Le Canada n'est pas un partenaire isolé au monde, il est lié aux États-Unis d'Amérique. J'achève. Le tribunal d'arbitrage. Ah oui, est-ce que vous me confirmez qu'il y a bien des tribunaux d'arbitrage? Pardon, monsieur le Président, mais comme le Premier ministre a dit l'autre jour à une émission de télévision qu'il n'y en avait pas, il me paraît opportun de demander si oui ou non il y en a. Est-ce que oui ou non il est prévu des tribunaux d'arbitrage? Bien sûr que oui, et sans doute vous me le confirmerez. Mais alors, est-il vrai que l'initiative reste aux seules entreprises privées et que nous, les peuples, nous n'aurons jamais la possibilité d'ester contre une multinationale dont les pratiques viendraient mettre en danger nos normes sociales ou environnementales? Merci. Sur les origines protégées, c'est pas vrai que 90 sont effacées. Pour l'instant, toutes ne sont pas prises en compte par le Canada. Aucune n'est prise en compte par le Canada. Donc les 10% qui seront prises en compte par le Canada, c'est un plus. Les 90% qui ne seront pas prises en compte ne l'étaient déjà pas. Donc non, 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 c'est bien dans ce sens-là. Donc c'est un progrès. C'est pas permis chez nous du comté du Canada. Il n'y en a pas. Non, non, il n'y en a pas. Mais nous, pour l'instant... C'est une des seules choses qu'on mange au Canada, c'est du comté français. Il n'y a pas beaucoup de fromage français au Canada. Non, ça, pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Sûre. Oui, c'est ça. Donc, c'est plutôt... Enfin, ça, je ne vois pas trop le point, là, parce que c'est vraiment en positif. Hein.
Moi, j'aurais une question par rapport à la mondialisation. Très concrètement, aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du CETA? Sur le fond, ce traité améliore nos relations avec le Canada. Le CETA, c'est quelque chose qui est c'est quand même quelque chose qui est générateur d'inquiétude. Enfin, moi, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est générateur d'inquiétude. Et au moins, c'est absolument pas ce qu'on prône pour sortir de la problématique actuelle. Je pense que ce n'est pas les règles du commerce international qui nous aideront à sortir de la situation actuelle. Ça n'a peut-être pas été très audible, mais on s'était vraiment positionné contre le CETA depuis le démarrage. Alors c'est vrai que des fois, les GIA, si on ne sort pas dans la rue, on a du mal à se faire entendre, mais alors si on sort à la rue, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'Europe, on va être dehors. Ce type d'accord au niveau du CETA, les producteurs de lait canadiens n'ont pas demandé à voir du lait arriver d'ailleurs, et les producteurs de viande européenne n'ont pas demandé à voir arriver de la viande d'ailleurs. Là, c'est des accords où on a demandé l'avis à personne sans aucune logique de troc. Il est quand même dit et explicité, 50 substances interdites en Europe sont utilisées au Canada, que ce soit pesticides, antibiotiques, anabolisants, activateurs de croissance, 50 substances autorisées au Canada, interdites en Europe, et on s'apprête à donner des licences à l'importation dans les jours qui viennent. L'accord sur le CETA va nous ouvrir derrière, va ouvrir l'Europe à différents accords et avec des volumes, pour ce qui concerne la viande bovine, des volumes énormes. Aujourd'hui, on a le Mercosur qui risque une offre qui risque d'être présentée dans la semaine, où on est sur des chiffres allant de 80 000 à 110 000 tonnes suivant nos sources. Mais de toute façon, même à 80 000, c'est déjà une catastrophe. C'est-à-dire cumulé aux 65 000 tonnes de viande canadienne, vous imaginez déjà, sur un marché qui est déjà, vous voyez, je vous ai expliqué le niveau de revenu, un marché qui est déjà à saturation, avec des niveaux de revenus pour des producteurs qui sont excessivement bas. Ramener de la viande supplémentaire issue de pays, au-delà même des conditions de production, parce que ça c'est aussi un vrai problème, mais ce serait catastrophique et c'est quasi suicidaire pour un État comme la France de pouvoir accepter ce genre d'ouverture. Alors, donc sur les tribunaux d'arbitrage, je pense que... Alors, en ce qui concerne l'arbitrage d'investissement, c'est une question qui a beaucoup inquiété. Il faut savoir que cet arbitrage d'investissement s'est énormément développé depuis 1990 et c'est devenu, il faut le dire, un véritable business. Il y a un marché de l'investissement, de l'arbitrage d'investissement qui fait vivre de gros cabinets d'avocats. Donc c'est clair. Ces arbitrages sont des arbitrages qui sont fondés, ils peuvent être fondés sur des accords particuliers entre un investisseur et un État, mais le plus souvent, dans la période récente, ils sont fondés sur des accords bilatéraux de protection des investissements qui ont ouvert, par leurs clauses, la possibilité aux investisseurs de saisir directement une juridiction, un tribunal arbitral. Alors, le principe, ce système a créé des inquiétudes dans la mesure où, dans un certain nombre d'affaires, les investisseurs se sont plaints du fait que leurs affaires étaient compromises par des législations nouvelles de protection de la santé, de l'environnement, etc. Il faut, sur ce point, regarder ce qu'a dit la jurisprudence, et la position de la jurisprudence arbitrale en général consiste à dire tout État a le droit de modifier sa législation et l'État est responsable des intérêts publics de sa population. Et par conséquent, il y a eu des craintes, par exemple dans les affaires Philip Morris contre l'Australie et contre l'Uruguay, mais les tribunaux arbitraux n'ont pas donné suite aux demandes d'indemnisation des investisseurs. Alors, il y a eu récemment des affaires qui ont surgi à propos des changements de politique énergétique adoptés par les États. Notamment, l'Allemagne a changé complètement, a abandonné sa politique, abandonné la production civile d'énergie nucléaire.
Et il y a eu notamment une affaire dont on a beaucoup parlé, qui est l'affaire Vattenfall, mais qui finalement a, par des biais un peu longs à décrire, est venue devant la Cour constitutionnelle allemande, qui a dit, 1, l'État a le droit de modifier sa politique énergétique, mais 2, dans la mesure où l'investisseur avait fait d'énormes investissements sur la base d'une politique qui était menée, eh bien, l'investisseur a droit à une indemnité. Donc, il y avait une sorte de partage. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le chapitre 8 sur l'investissement, c'est d'une part le souci extrême qu'ont eu les rédacteurs de bien border les cas dans lesquels un investisseur peut agir. Quels sont ces cas ? Soit parce que l'investisseur a subi une expropriation, bon, ce qui, dans le contentieux actuel, est quand même relativement rare, enfin, entre les États-Unis et le Canada, soit parce qu'il y a eu déni de justice, soit parce qu'il y a eu atteinte au traitement juste et équitable de l'investisseur, mais il y a ici une définition extrêmement restrictive de ce qu'il faut entendre par traitement juste et équitable. Donc, les cas dans lesquels l'investisseur peut agir sont des cas qui sont limités. Alors, naturellement, ça n'interdit pas à un investisseur éventuellement d'invoquer l'apparition d'une nouvelle législation en prétendant que ça a porté atteinte au traitement juste et équitable. Alors, on peut penser que la jurisprudence ne sera pas très éloignée de ce qu'elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire une jurisprudence qui reconnaît le droit éminent de l'État à réglementer. En ce qui concerne le mécanisme d'arbitrage, ce n'est plus un mécanisme d'arbitrage. En réalité, le traité instaure une juridiction internationale nouvelle. Ce qui est la caractéristique de l'arbitrage, c'est le droit pour les parties de choisir leurs arbitres. Or, ici, il n'en est pas question. Il y a des listes d'arbitres qui sont prévues à l'avance et donc 5 Canadiens, 5 Européens et 5 de pays tiers. Et sur ces listes, on va choisir 3 personnes qui vont statuer sur un litige particulier. La question qu'on peut se poser, c'est si véritablement les investisseurs se précipiteront vers ce système. Pourquoi est-ce que les investisseurs utilisent l'arbitrage d'investissement ? C'est parce qu'ils ont le choix de leurs arbitres. Oui. Ici, on peut se demander si c'est le cas et si les investisseurs ne trouveront pas plus efficient de revenir vers les juridictions nationales. Et de ce point de vue, la position de la Commission a été de s'interroger sur l'utilité qu'il y avait d'introduire un tel système. Les investissements canadiens en Europe ou européens au Canada, jusqu'à présent, n'ont jamais été gênés par le fait de recourir aux tribunaux nationaux. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Merci beaucoup de toutes ces explications au fond. Ce traité améliore nos relations avec le Expliquez-moi voir pourquoi vous permettez que l'accord de libre-échange avec le Canada, qui abat nos protections environnementales et nos protections sociales, s'applique. Pourquoi est-ce qu'on accepte une chose pareille? Pourquoi? Oui, mais allez-y, je vous répondrai. Oui, je vais vous donner mon point de vue. Premièrement. Deuxièmement, les multinationales, grâce à cet accord, vont avoir dorénavant le droit d'ester contre les États dans des tribunaux d'arbitrage. Ça n'est pas vrai. Si, monsieur, c'est vrai. Ça n'est pas vrai. C'est la partie qui ne s'applique pas encore, mais qui va s'appliquer quand tout le monde aura accepté le CETA. Ce ne seront pas des tribunaux d'arbitrage, car ça n'est pas vrai. Pardon, c'est vous qui avez tort. Ben, on va ça c'est clair. Expliquez-moi voir pourquoi vous permettez que l'accord de libre-échange avec le Canada, qui abat nos protections environnementales et nos protections sociales, s'applique. Expliquez-moi voir pourquoi vous permettez que l'accord de libre-échange avec le Canada, qui abat nos protections environnementales et nos protections sociales, s'applique. Pourquoi est-ce qu'on accepte une chose pareille? Pourquoi? Oui, mais allez-y, je vous répondrai. Oui, je vais vous donner mon point de vue. Premièrement. Deuxièmement, les multinationales, grâce à cet accord, vont avoir dorénavant le droit d'ester contre les États dans des tribunaux d'arbitrage. Ça n'est pas vrai. Si, monsieur, c'est vrai. Ça n'est pas vrai. C'est la partie qui ne s'applique pas encore, mais qui va s'appliquer
quand tout le qui monde ne aura seront accepté pas le des CETA. tribunaux d'arbitrage, car ça n'est pas vrai. Pardon, C'est vous qui avez tort. ben, on va Ah ben ça on c'est va en clair. discuter.